Je remercie toute l'assistance, mes collègues, mes amis, pour cette organisation des 5e journées de Messieurs du Travail à Sfax et qui porte des thèmes qui sont intéressants, fort intéressants justement. Voir ensemble justement la politique de prévention actuellement et pratiquement quelles sont les directives prochaines à emprunter pour justement rehausser un peu cette politique. Et aussi d'autres questions qui nous touchent à cœur justement, telles que les TMS et autres, les conseils professionnels, etc. Donc sans tarder, je vais justement vous parler, vous essayer de présenter un peu la politique de prévention des risques professionnels dans le pays, dans notre pays. En Tunisie, nous avons un système de prévention des risques professionnels qui est assez complet, sinon il est complet. Il est basé sur quatre fondations, 4 bases. Une base normative qui sont des lois et des réglementations, des lois et des réglementations, mais aussi une base économique, une base reposant sur des structures de dialogue et aussi des structures de prestations. Donc 4 bases, législatives, réglementaires, économiques, les structures de dialogue et aussi les structures de prévention. Au niveau de la première base, qui est la base normative, c'est essentiellement le Code du travail. Vous savez très bien que le Code du travail a connu deux périodes. Ce n'est pas tout à fait déroufante, mais en fait, des améliorations notables qui se sont déroulées en 1994 et en 1996 et qui sont, disons, exprimées par d'abord une responsabilité solennelle de l'employeur. Une responsabilité solennelle de l'employeur vis-à-vis de la protection de la santé des travailleurs. Il y a des conditions adéquates, des conditions de travail qui devraient être adéquates, et aussi le devoir d'informer, de sensibiliser ses subordonnés. Le Code du travail aussi stipule qu'un certain nombre d'obligations du travailleur. Parmi les obligations, c'est justement de bien suivre les instructions auxquelles il est tenu, justement pour se protéger et protéger la santé des autres. Et aussi d'utiliser les moyens de prévention qui sont qui devraient être mis à sa disposition. Et aussi, il doit se soumettre justement à l'examen médical qui est obligatoire et de participer aux activités de formation. Autre chose importante au niveau du Code du travail, c'est l'extension d'un métier de travail qui va toucher pratiquement tous les secteurs économiques, à savoir, outre l'industriel et le commercial, il va aussi toucher le secteur agricole. Et donc, la mission de travail est devenue généralisée à tous les secteurs d'activité économique, industrielle, commerciale et agricole, pour toutes les entreprises économiques, quelle que soit la taille. Malheureusement, la fonction publique reste épargnée. Et aussi, le Code du travail prévoit justement la création de CST, qui en fait, c'est une entité qui est ancienne, qui date depuis 1969, mais qui a été révisée pour le rendre obligatoire pour les entreprises ayant un effectif un nombre de travailleurs permanents. Et justement, la spécificité de ce CST, c'est qu'elle a une attribution essentielle en matière d'élaboration de programmes intra-entreprises de prévention. Le Code du travail aussi a institué un corps d'inspection spécialisé dans le domaine de santé, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et c'est bien l'inspection médicale du travail, qui est venue justement renforcer le corps d'inspection du travail, le corps d'inspection du travail. Et dernièrement, en février 2011, la dimension, disons, répressive s'est renforcée par justement la loi de février 2011, pour punir l'employeur qui viole les dispositions relatives à la responsabilité de l'employeur. Donc chaque fois qu'il viole un certain nombre de responsabilités, il est soumis à des pénalités, donc il s'expose à des pénalités qui sont prévues par le Code à travers justement la loi nouvelle de l'année 2011, la loi numéro 4 de l'année 2011 en date du 3 février. Donc à côté du Code du travail, il y a aussi les lois de réparation, numéro 94-28 pour le secteur privé et la loi numéro 95-56 pour le secteur public. Et les deux lois ont institué justement une relation organique
entre prévention et réparation. Donc l'institution de mécanismes qui relie la prévention et la réparation, et à travers de ces lois, on devient justement capable d'élaborer, nous sommes tenus justement d'élaborer des statistiques, disons, nationales en matière de gestion du travail et des maladies professionnelles. Là, c'est donc la première base, la base normative. Deuxième base essentielle, c'est justement la base économique. Et c'est l'employeur qui doit prendre en charge les frais inhérents aux prestations de santé et de sécurité au travail, entre autres la couverture médicale. Et il est tenu, en cas de gestion du service médical autonome, d'assurer les frais, donc de supporter les frais de fonctionnement des services médicaux autonomes, et en cas d'adhésion de GMT, il adhère sur la base d'une cotisation de 0,5% de la masse salariale. Là, c'est ce que stipule justement la loi. Mais aussi, il y a d'autres sources de financement qui est la CNAM. La CNAM peut octroyer aux entreprises, de prêts pouvant atteindre 300 000 dinars avec une prime d'investissement de 20% du coût du projet, et aussi des prêts, des microcrédits arrivant à 5 000 dinars pour des entreprises ayant moins de 10 salariés avec une subvention de 50%. Mais aussi, il y a le système justement bonus-malus, justement qui est un autre moyen d'inciter l'entreprise de façon répressive justement à rehausser le niveau de prévention. Mais aussi, la CNAM peut octroyer aux GMT des subventions dans le cadre de contrats programmes pour renforcer leurs moyens logistiques et aussi pour réaliser des actions d'information et de sensibilisation. Donc la CNAM peut intervenir dans le volet économique pour justement investir dans le domaine de santé et de sécurité au travail. Troisième base justement qui est essentielle, ce sont les structures de dialogue. Et au niveau des structures de dialogue, il y a bien sûr le comité de santé et de sécurité au travail qui est en fait une sous-commission technique de la commission consultative d'entreprise. Ce comité examine des questions relatives à la santé et la sécurité au travail, et ce comité élabore des instructions et des projets de programme de prévention des risques professionnels, et on assure le suivi. Autre structure de dialogue, ce sont les négociations collectives nationales ou sectorielles, ou aussi les négociations d'établissement. Enfin, autre structure de dialogue, justement, le Conseil national de prévention des risques professionnels, qui est une instance d'échange et de conseil dans l'élaboration de la stratégie nationale en santé et sécurité au travail. Autre base, justement, de notre système de prévention, ce sont les structures de prévention, et je vais me limiter essentiellement au service du ministère du Travail. Ce sont, comme vous savez très bien, ils ont pour mission de déterminer l'aptitude au travail, donc déterminer l'aptitude au travail, suivre l'état de santé des travailleurs et de les protéger contre les risques professionnels. Ils sont soumis à un règlement de l'inspection médicale du travail, ils doivent répondre à des conditions de personnel, de moyens d'organisation et de fonctionnement. Les médecins d'exercice doivent être diplômés en médecine du travail. Les contrats de médecin du travail et les documents médico-administratifs sont réglementés. Autre caractéristique, l'entreprise peut opter pour la création d'un service médical autonome ou adhérer au groupement de médecins du travail si son effectif est inférieur à 500 salariés. Donc, la loi permet aux entreprises petites et moyennes ayant moins de 500 salariés d'avoir un choix, soit d'installer un service médical autonome ou d'adhérer à un groupement de médecins du travail. Au-delà de 500 salariés, il y a obligation qui est faite à l'employeur pour installer un service médical propre. Toujours au niveau des structures de prestations, l'autre forme, comme je viens de le dire, justement, ce sont les services médicaux autonomes. Le service médical autonome est régi par un règlement intérieur. Il y a un règlement intérieur type pour lequel la commission consultative d'entreprise émet un avis obligatoire avant son approbation par l'employeur. Donc le service médical autonome, il y a justement l'avis obligatoire de la commission consultative d'entreprise avant que l'employeur approuve ou alors installe le service médical autonome. La caractéristique du groupement, en fait, c'est qu'il est gouverné par un conseil d'administration. Et lequel conseil d'administration est composé de chefs d'entreprise
Et ces chefs d'entreprise sont désignés par le gouverneur de la région. Donc le conseil d'administration, il est unipolaire, il est donc gouverné, administré par des chefs d'entreprise, lesquels sont désignés par le gouverneur de la région. Et le financement légal se fait sur la base, comme je viens de le dire, de 0,5% des masses salariales des entreprises adhérentes déclarées en principe à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et outre le contrôle médico-technique, les groupements en fait sont soumis au contrôle administratif et financier des pouvoirs publics. Toujours au niveau des secteurs de prestations, il y a d'autres structures, qui est l'Institut de santé et de sécurité au travail, que vous connaissez très bien, c'est une institution qui est nationale, et qui a pour mission essentiellement la recherche appliquée, la formation, l'assistance technique aux entreprises, donc essentiellement, mais aussi la CNAM au niveau de sa direction de la prévention de risques professionnels. Mais aussi il y a les services hospitaliers universitaires, de pathologie professionnelle, et enfin des bureaux privés d'études et de formation. Donc, telles sont les bases essentielles de notre système de prévention, comme je viens de le dire. Une base qui est fondée sur 4 bases solides, en fait. Base législative, base économique ou financière, base des structures de prestation et base des structures de dialogue. Et ce système nous a permis, sur des années, d'avoir des résultats qui ne sont pas négligeables, en fait. En effet, il s'inspirant des principes de normes internationales du travail, en particulier les conventions 155, 161, en s'inspirant des principes des normes internationales du travail, en particulier les conventions 155, la convention 161, la convention 187, la première relative à la santé et à la sécurité du travail, la seconde relative à l'organisation de la santé au travail, la troisième relative à la politique au cadre promotionnel de santé au travail. Notre politique de prévention a le mérite d'apporter certaines améliorations ou des améliorations relatives à la couverture médicale par les services médicaux, à la réduction des accidents de travail, au dépistage des maladies professionnelles et aussi d'amorcer un programme national de gestion ou de prévention des risques professionnels. Parmi les résultats au niveau de la couverture médicale, comme vous le savez, comme vous le voyez, en 1997, la couverture était de 341 000 travailleurs qui sont couverts par la médecine du travail. En 2011, c'est 765 603 travailleurs. Et il y a une augmentation de la fréquence de la main-d'œuvre couverte de 37% en 2007, par exemple, à 51,7%, sinon 52% pour l'année 2011. Donc il y a une amélioration notable. Nous avons bien sûr que du pain sur la planche pour augmenter le taux de couverture, mais il y a d'une façon claire, d'une façon évidente, qu'il y a une augmentation manifeste de la couverture de la main-d'œuvre par les prestations de la médecine du travail. Au niveau des statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles, il y a une tendance décroissante des accidents de travail. On peut dire que depuis 2000, il y a une tendance à la baisse des accidents de travail de 50 000 à 44 000 pour les travailleurs qui sont soumis justement au régime de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et ce nombre se justifie justement à travers l'indice de fréquence que, effectivement, à partir de 2000, il y a une baisse manifeste du taux de l'indice de fréquence, tout secteur confondu depuis 2000, de 40 pour 1000 il devient aux alentours de 29 pour 1000 en 2009. Les accidents de travail mortels, je dirais qu'il y a une certaine stabilité, bien que après 2003, il y a une certaine réduction, mais en fait, la réduction n'est pas tout à fait manifeste, et elle est aux alentours de 150, 180 accidents mortels, que ce soit au niveau du lieu de travail ou au niveau du trajet. Au niveau du lieu de travail, c'est aux alentours de 151, 150.
pour l'année 2011. Et aussi, ce système nous a permis effectivement de faire le diagnostic des maladies professionnelles. Et comme vous le voyez, déjà en 1995, seulement 150 maladies professionnelles ont été déclarées, et dans l'année 2010, pratiquement 800, et en 2011, bon, il y a eu une certaine réduction, mais c'est une année qui est exceptionnelle, effectivement, qui est exceptionnelle. Parmi aussi les retombées positives de ce système de prévention, c'est justement le programme national de prévention des risques professionnels qui a commencé justement en principe depuis l'année 2010 et qui continue jusqu'à l'année 2014. Et ce programme national comporte 3 actions, 3 axes. Il y a un axe qui a trait à la promotion de la santé au travail pour pouvoir étendre la couverture médicale à 70% en l'année 2014. Pour pouvoir améliorer les prestations des groupements de ministère du Travail à travers des contrats-programmes, mais en fait des contrats-programmes de moyens logistiques. Et aussi, la promotion de la santé au travail va s'exprimer à travers justement des activités d'information et de sensibilisation des travailleurs, et aussi des activités de formation continues pour les acteurs de prévention. Deuxième axe de ce programme national, c'est la promotion de la sécurité au travail et qui comporte des sous-axes. C'est pouvoir inciter les entreprises à recourir aux mécanismes de prêt et subvention, dynamiser les comités de santé et de sécurité au travail, former les chargés de sécurité au travail et les membres des comités de santé et de sécurité au travail, et assister les entreprises à la gestion des risques professionnels. Troisième axe de ce programme national, c'est pouvoir aider les entreprises à identifier et à évaluer les risques d'accident de travail et à élaborer des programmes de prévention spécifiques. Autre moyen, disons, autre chapitre, autre sous-axe pour pouvoir réduire les actions de travail, c'est de renforcer l'inspection et le contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail dans les entreprises industrielles et dans les chantiers de bâtiments et de travaux publics. En fait, toutefois, ce programme n'a pas atteint ses objectifs. Ce programme n'a pas atteint les objectifs escomptés, faute d'une analyse approfondie, de la situation, et en l'absence de moyens, et outils, en l'absence aussi de programmes adaptés et d'indicateurs de suivi de performance. Aussi est-il nécessaire d'appuyer ce programme national par l'opportunité de jumelage du niveau européen qui va s'articuler sur 4 grands axes, et je vais les énoncer très rapidement parce que notre ami et notre collègue, le conseiller résident, M. Jérôme Legrand, il va développer justement cette partie. Donc les quatre objectifs de notre programme de jumelage sont la stratégie de réduction des accidents de travail, l'amélioration des prestations des structures intervenantes, que ce soit la direction de l'inspection médicale, l'Institut de santé et de sécurité du travail, le groupement de métiers de travail, les services médicaux du travail, mais aussi d'autres structures telles que l'ACNAM, l'inspection du travail, etc. Troisième grand objectif, c'est la formation de nos domaines. La formation de nos domaines de la communication. Et enfin, comme autre grand objectif, c'est de pouvoir rapprocher un peu le cadre législatif et réglementaire tunisien à celui des pays de l'Union européenne. Pour autant, le système tel qu'il est présenté accuse des défaillances. Des défaillances. Ces défaillances sont multiples. Et je vais les énumérer au niveau des 4 bases, effectivement. Au niveau des normes de travail et de leur application, il y a un manque manifeste des textes réglementaires de la prévention des principaux risques, tels que dans le bâtiment, le risque chimique, le risque électrique, etc. Autre défaillance, c'est que les procédures judiciaires ne sont pas adéquates. Les pénalités ne sont pas dissuasives. Autre défaillance, il y a une réticence manifeste des pouvoirs publics à appliquer le système Malus. Au niveau financier, comme je viens de le dire, le taux de 0,5% des masses salariales est rarement appliqué. Le taux de 0,5% des masses salariales est rarement appliqué devant la réticence des entreprises adhérentes au groupement de ministère du Travail. Autre défaillance, le recouvrement des cotisations auprès des entreprises adhérentes est le plus souvent défaillant. Autre défaillance, la plupart des groupements perçoivent des cotisations variables,
souvent en deçà des cotisations imposables, et sans rapport avec le nombre réel de travailleurs. D'où retentissement sur la qualité, retentissement sur la qualité des prestations servies, et aussi précarité de la situation financière des groupements. Au niveau des services médicaux autonomes, la situation est pratiquement inconnue, car elle est gérée par l'employeur lui-même, et qu'en fait, il y a un amalgame entre médecine de soins et médecine du travail. Au niveau des secteurs de prestations, les services médicaux de travail aussi accusent de défaillances multiples. Il faut d'abord commencer au niveau de la mission des services médicaux de travail. La mission des services médicaux de travail répond actuellement mal aux objectifs de la santé au travail. Cette mission est essentiellement axée sur l'aptitude, sur le suivi médical, au détriment de l'action collective qui doit mobiliser le tiers-temps du médecin du travail afin de pouvoir évaluer les risques et participer à l'amélioration des conditions de travail d'une façon générale. Le médecin du travail, quant à lui, exerce une activité isolée. Le médecin du travail exerce une activité isolée sans le concours de compétences pluridisciplinaires et en dehors des orientations de la politique nationale. Donc il est isolé, il est déconnecté des orientations de la politique nationale de prévention des risques professionnels, et il est aussi déconnecté des programmes nationaux ou régionaux de santé publique. Les recommandations formulées par le médecin du travail restent souvent sans suite, que ce soit au niveau de l'aptitude, que ce soit au niveau de l'aménagement des postes, que ce soit au niveau de l'amélioration des conditions de travail ou d'hygiène. Il y a une absence de perspective. Les perspectives sont absentes de carrière professionnelle. Les perspectives de carrière professionnelle du personnel médical et technique des services médicaux est absente. Et c'est à l'origine, justement, elle est à l'origine de l'instabilité du personnel médical et technique dans les groupements de médecins du travail. Autre différence manifeste, c'est qu'il n'y a pas de parité dans le conseil d'administration. L'absence de parité dans le conseil d'administration est souvent à l'origine de manque de transparence et de dérive. Le conseil d'administration, il est composé uniquement d'employeurs. Quant aux services médicaux de travail, on assiste à une multitude de services médicaux autonomes dans les petites entreprises, dans les moyennes entreprises, et on dénombre actuellement aux alentours de 570 services médicaux autonomes. Et ces services médicaux autonomes accusent de graves manquements dans le domaine de la santé au travail, et aussi même des dérives au niveau de leur mission en santé au travail. Et cette multitude de services médicaux autonomes rend difficile le contrôle et le suivi par l'inspection médicale du travail. Comme aussi, surtout de prévention, surtout prestataire, il y a la sécurité au travail, ou le statut de sécurité du travail. Il est défini par le décret fixant les catégories d'entreprises tenues de désigner un responsable de sécurité, mais ce décret ne répond pas aux besoins des travailleurs dans le domaine de la sécurité au travail, mais il répond aux besoins des entreprises classées, et non pas aux besoins de la sécurité des travailleurs. Donc c'est ce décret nécessite une révision en fait. La défaillance de la fonction de responsable de la sécurité au travail s'explique par le manque de formation dans ce domaine. Donc la deuxième entité qui devrait exister à côté de la santé au travail, de la sécurité au travail, fait défaut, sinon elle n'est pas efficace, elle est atrophique par justement le manque de formation du personnel technique. Au niveau des structures de dialogue social, le CSST, comme vous le savez bien, il y a une condition obligatoire, c'est que il faut qu'il y ait 40 travailleurs permanents pour constituer le CSST. Et cette condition entrave la création du CSST, car seulement actuellement 2000 entreprises sont tenues de les instaurer. La dépendance du CSST deuxième défaillance, l'insuffisance, c'est que le CSST, le comité de santé et de sécurité au travail, est dépendant de la commission consultative d'entreprise. De même, sa composition et les moyens dont il dispose, tout ça limite son efficacité. Donc sa dépendance, sa composition et ses moyens actuellement limitent l'efficacité du comité de santé et sécurité au travail. Et en raison du manque de la culture de prévention
et de la formation des membres du CCST, les actions de ce comité sont rarement valorisées. La autre structure de dialogue, comme je viens de prononcer, le Conseil national de prévention qui est créé depuis 1990, mais cette instance de conseil auprès du ministre des Affaires sociales et qui regroupe des représentants des ministères, des structures intervenantes et des organisations syndicales des employeurs et des travailleurs, s'est réunie seulement à 4 reprises. À 4 reprises, sanctionnées de recommandations sans suite. Et pourquoi sans suite? Parce qu'il y a un manque manifeste de coordination. Donc la politique nationale, je vais terminer. La politique nationale de prévention des risques professionnels a permis d'organiser un système presque complet qui repose sur les 4 piliers, comme je viens de le dire, normatif, économique, les structures de prestation et le dialogue, sans qu'il y ait un dispositif ou une structure de coordination efficace, sans qu'il y ait un dispositif ou une structure de coordination efficace. Donc, de là, on voit qu'une réforme de ce système devient nécessaire pour répondre aux nouveaux défis liés à l'évolution des relations de travail et dans son environnement et à la présence de multiples risques professionnels dont l'exposition est souvent difficile à appréhender et à suivre. Cette réforme, à notre avis, serait basée sur des principes directeurs, un certain nombre de principes directeurs que je peux énumérer comme de la façon suivante. La santé au travail devrait s'inscrire dans des programmes de santé publique, sans pour autant qu'elle perde de ses spécificités. Deuxième principe directeur, la pluridisciplinarité est une composante essentielle de la santé au travail. Troisième principe directeur, l'indépendance professionnelle de l'ensemble des intervenants de santé au travail doit être garantie. Quatrième principe directeur, il faut privilégier les groupements de médecins du travail pour assurer les prestations de santé au travail, aux PME, car ils sont plus outillés, les groupements sont plus outillés, mieux organisés et plus faciles à contrôler. Il faut instaurer, autre principe directeur, instaurer le principe de la parité au sein des conseils d'administration. Le conseil d'administration doit être administré, doit être gouverné à la fois par les employeurs mais aussi par les travailleurs au niveau des groupements. Et faire adhérer les groupements aux orientations de la politique. Un principe essentiel autre, c'est de faire adhérer les groupements aux orientations de la politique nationale et régionale de prévention des risques professionnels par des contrats programmes, non pas de moyens mais d'objectifs. Et bien sûr, il faut instituer une structure de coordination au sein du système de gestion, parce que comme vous l'avez vu, que le Conseil national étant une instance d'échange et de conseil, cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une structure véritable de coordination de ces 4 bases du système de prévention des risques professionnels. C'est à travers le dialogue social, où participent tous les partenaires sociaux, qu'une réforme réelle sera acceptée. Nous sommes convaincus, et je suis convaincu que le contrat social va constituer la plateforme de choix. Le contrat social va constituer la plateforme de ce choix pour engager de concert avec les organisations syndicales, des travailleurs et des employeurs, la réforme de ce système actuel de prévention, qui, que je viens de le dire, qui a atteint ses limites. Merci.